Bonjour à tous, une vidéo de géographie pour préciser un point qui me paraît important dans le chapitre que nous sommes en train de faire, c'est la transition démographique. La transition démographique, c'est un modèle théorique d'évolution de la population que nous allons d'abord étudier, on va voir quel est ce modèle, et ensuite nous le confronterons à la réalité, à l'évolution réelle dans un certain nombre de pays. Alors tout d'abord, la transition démographique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une transition? Une transition, qu'on parle de démographie, qu'on parle d'une composition en français avec le passage d'un paragraphe à un autre, une transition, c'est un passage. C'est un changement de situation. Quand on parle de transition démographique, ça veut dire qu'on passe d'une situation démographique ancienne à une situation démographique moderne. Donc ça, c'est la transition, c'est le passage. Donc la transition démographique, c'est le passage d'une situation démographique à une autre. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est un passage qui a une importance très grande. En effet, il s'accompagne en général d'une hausse de la population. En Europe, par exemple, la population a connu, avec la transition démographique, une multiplication par 4. Qu'est-ce que c'est que cette transition? Comment fonctionne-t-elle? Eh bien, il y a un modèle théorique de la transition démographique qu'on peut résumer avec ce schéma-là, que nous allons voir ensemble. La transition démographique, nous allons la représenter à travers un graphique, et nous allons utiliser deux indicateurs. Nous allons utiliser d'abord la natalité. La natalité, ce sont les naissances, c'est le nombre de naissances. Attention, la natalité, singulier, les naissances. On peut aussi parler du taux de natalité. Alors, la natalité, ce sont les naissances qui se produisent pendant un an dans un pays. Le taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour 1000 habitants. Attention, ce n'est pas un pourcentage, c'est pour 1000 habitants dans un pays en un an. Donc, natalité, la natalité, le nombre de naissances. Le taux de natalité, le nombre de naissances pour 1000 habitants. La mortalité, eh bien, c'est le nombre de morts, le nombre de décès en un an dans un pays. Et le taux de mortalité, c'est le nombre de morts pour 1000 habitants en un an dans un pays. Nous allons voir les différentes étapes de la transition. Nous allons d'abord voir ce qui se passe avant la transition, ce qu'on appelle la démographie naturelle ou démographie ancienne. C'est la situation que connaissent que connaît l'humanité durant pratiquement toute son histoire. Pour les périodes que nous avons étudiées, c'est la situation que connaissent les Grecs de l'Antiquité, les Romains de l'Antiquité, qu'on connaît autour de la Méditerranée au Moyen-Âge, qu'on connaît à l'époque de la Renaissance, qu'on connaît encore au XIXe siècle. Donc c'est vraiment une situation, c'est la démographie telle qu'elle existe en fait sans médecine moderne. Que se passe-t-il dans la démographie naturelle? La natalité est élevée. Elle est assez stable et elle est élevée. On a beaucoup d'enfants. Quand je dis qu'on a beaucoup d'enfants, ça veut dire qu'un couple peut facilement avoir 6, 7, 8 enfants. On est sur un taux de fécondité, c'est-à-dire un nombre moyen d'enfants par femme en âge d'en avoir, en âge de procréer. On est facilement sur 6 enfants par femme. Pourquoi a-t-on beaucoup d'enfants? Eh bien, notamment parce qu'on sait, par l'expérience, que beaucoup vont mourir. Vous avez une mortalité qui est très élevée. En fait, sur 6 enfants, 7 enfants, on peut très bien en voir mourir 4. Notamment, on a une mortalité très élevée avant 4 ans. Donc ça, on le sait, et par conséquent, on a ce qu'on appelle l'équilibre des décès, c'est-à-dire que, comme beaucoup d'enfants vont mourir, eh bien, on a beaucoup d'enfants pour qu'il en reste, qui puissent prendre le relais des parents. Et la différence entre la natalité et la mortalité, ce qu'on appelle l'accroissement naturel, donc l'accroissement naturel c'est natalité moins mortalité, eh bien l'accroissement naturel va être faible. Il y a beaucoup de naissances, mais il y a aussi beaucoup de morts, presque autant, et donc
on a un accroissement qui est faible, la population augmente, mais elle augmente lentement. Le taux de natalité moins le taux de mortalité, ça donne le taux d'accroissement naturel. Donc ça, c'est la situation avant. Les familles ont beaucoup d'enfants parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de morts parmi eux. Donc il s'agit d'une période, ce qu'on appelle l'équilibre des décès. On entre, à partir de là, dans la transition démographique. La transition démographique, vous allez le voir, se déroule en deux phases, deux étapes. Que se passe-t-il dans la première phase? Dans la première phase, la mortalité diminue. Pourquoi? Ça peut être déjà parce que l'alimentation est plus abondante et plus équilibrée. Ça peut être parce que l'hygiène est meilleure. Ça peut être parce qu'on a moins de problèmes d'épidémie. Ça peut être aussi parce que la médecine progresse. Mais pendant ce temps-là, la natalité reste élevée. La natalité reste stable. Elle n'augmente pas. Elle reste stable. Elle ne bouge pas. Et par conséquent, la différence entre la natalité forte et une mortalité qui diminue, la différence augmente. L'accroissement naturel augmente. Ça veut dire que la population augmente, et que la population augmente de plus en plus. Vous voyez bien que l'écart entre les deux ne cesse d'augmenter. Ça veut dire que la population augmente et augmente vite. Quand je dis que la population augmente vite, ça peut donner une population qui double en 30 ans, voire en 20 ans. Comment expliquer que la natalité reste élevée? Comment expliquer qu'on n'a pas moins d'enfants, puisqu'il en meurt moins? Eh bien, d'abord parce qu'on veut avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi veut-on avoir beaucoup d'enfants? Parce que dans des sociétés traditionnelles où il n'y a pas de retraite, ce sont les enfants qui prennent soin de leurs parents lorsqu'ils sont trop vieux pour travailler. C'est donc une assurance pour les vieux jours. On préfère en avoir beaucoup. Deuxième chose, un homme qui a beaucoup d'enfants est un homme respecté dans sa communauté. C'est aussi vrai pour les femmes, et c'est d'autant plus important pour les femmes qu'elles ont souvent une situation légale moins bonne que celle des hommes, elles ont souvent moins de droits, elles sont souvent beaucoup plus démunies, par exemple, en cas de divorce. Elles peuvent même avoir en fait très peur que leur mari veuille se séparer d'elles. Et pour une femme, apparaître comme une femme stérile, c'est apparaître qui n'a pas d'enfant, c'est apparaître comme une femme inutile, dans une société encore une fois très traditionnelle, et par conséquent les femmes, pour être respectées, cherchent à avoir beaucoup d'enfants. Vous avez des sociétés où, je peux donner un exemple très, très simple, en Égypte, et je parle du XXe siècle, eh bien, la femme d'un président de la République égyptienne, un président qui s'appelle Anwar el-Sadat, sa femme se déplace beaucoup dans les villages, elle mène un certain nombre d'actions caritatives, elle dirige des associations pour aider les femmes, et lorsqu'elle arrive dans un village, on s'adresse à elle en l'appelant Madame Sadat, et très rapidement on lui demande si elle a des enfants, et en particulier si elle a un fils. Elle répond qu'elle a un fils qui s'appelle Gamal. Immédiatement, on cesse de l'appeler Madame Sadat, on l'appelle Gamal. Ça veut dire la mère de Gamal. Je pense que vous comprenez tout de suite le lien qu'il y a entre être mère et le respect qu'on reçoit. C'est pour ça qu'on continue à avoir beaucoup d'enfants. De toute façon, même si on voulait en avoir moins, on se heurterait à des problèmes. D'abord, à un problème de contraception. On n'a pas forcément accès à la contraception parce qu'elle est absente ou parce qu'elle est trop chère. Et puis, en supposant qu'on y ait accès, encore faut-il savoir l'utiliser. Et là, vous avez un problème qui est un problème de scolarisation, en particulier des filles. Si les filles sont peu scolarisées, les femmes ont reçu peu d'éducation, éventuellement ne savent pas lire, et par conséquent, elles n'ont pas les connaissances pour utiliser les moyens de contraception. La pilule, on peut très bien se la faire prescrire, si on ne sait pas l'utiliser, elle est inefficace. Donc, pendant cette période-là, la natalité reste forte, la mortalité, elle a diminué, et la population augmente, et augmente beaucoup. Nous entrons alors dans la deuxième phase de la transition. Nous observons que la mortalité continue à diminuer, mais moins vite, elle arrive à se stabiliser. On a toujours les progrès de la médecine qui expliquent cela. Et dans cette deuxième phase
à son tour la natalité diminue. Alors pourquoi la natalité diminue? Eh bien parce que là, les mentalités évoluent, parce que la scolarisation des femmes a progressé, parce qu'elles ont maintenant un statut légal qui leur permet davantage de maîtriser la natalité, elles ont le droit de décider combien d'enfants elles veulent. Et puis vous avez aussi des familles, vous avez aussi des couples qui veulent moins d'enfants parce qu'ils veulent donner à chaque enfant davantage de chances pour l'avenir. Par exemple, pouvoir lui payer des études. Si vous avez 6-8 enfants, il est évidemment très compliqué de payer des études à ces enfants. Si vous en avez 2, 3, 4, c'est déjà évidemment beaucoup plus faisable. Donc, les mentalités évoluent, la natalité diminue, bon, puis les moyens de contraception, l'avortement deviennent disponibles, et donc on peut décider du nombre d'enfants que l'on souhaite. Puisque la natalité diminue, que la mortalité diminue mais moins, on s'aperçoit que l'accroissement naturel progressivement se réduit. Maintenant, attention, il y a un accroissement naturel. Ça veut dire que la population continue à augmenter pendant cette période. Elle a augmenté très vite pendant la première phase, elle continue à augmenter dans la deuxième phase, même si elle augmente moins vite. Mais attention, elle continue bien à augmenter. Enfin, nous arrivons à la situation qui suit la transition démographique. C'est ce qu'on appelle la démographie maîtrisée, la démographie moderne. La situation est celle que nous connaissons aujourd'hui en France. Vous avez une mortalité qui est stable et faible, une natalité qui est stable et faible, et par conséquent, un accroissement naturel qui est faible. Dans certains cas, vous avez même une natalité qui diminue tellement qu'elle devient inférieure à la mortalité, et dans ce cas-là, l'accroissement naturel peut être négatif. Et la population d'un pays peut même diminuer, à condition évidemment que l'immigration ne compense pas cette perte de population. Ça fait par exemple que vous avez un pays comme la Russie, qui a connu des années de diminution de population, justement parce qu'il y avait plus de mortalité que de natalité, et pas d'immigration. Un pays en revanche comme l'Allemagne a une situation d'accroissement naturel négatif, mais comme il y a une arrivée de population étrangère, la population, le nombre d'habitants en Allemagne ne diminue pas. On peut évidemment résumer cette transition. Donc cette transition, vous voyez, se déroule en 2 étapes. Nous avons vu ce qui se passait avant la transition, nous avons vu la transition en 2 phases, puis le résultat après la transition, la démographie moderne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez être capable d'expliquer et d'expliquer par un paragraphe. On peut naturellement résumer cette transition démographique sous la forme d'un schéma d'explication, comme celui-ci. Alors attention, les dates qui sont indiquées correspondent à la transition démographique en Europe, qui est une transition précoce. Vous voyez, vous avez d'abord l'ancien régime démographique, avec une mortalité très élevée, on vous explique pourquoi, une natalité très élevée, on vous explique pourquoi. La croissance naturelle, ou accroissement naturel, est faible. On passe à la transition démographique avec une diminution rapide de la mortalité, une diminution progressive de la natalité, que l'on vous explique, et donc on a une croissance naturelle très forte, puis en diminution progressive, mais attention, elle continue à augmenter. Enfin, vous avez la population continue à augmenter, puis vous arrivez au nouveau régime démographique, avec une mortalité faible, une natalité faible, et donc, logiquement, une croissance naturelle faible. Confrontons maintenant ce modèle à la réalité, et là vous allez voir que les situations réelles sont quand même très diverses. C'est toujours intéressant de comparer le modèle théorique et ce qui se passe vraiment. Et nous allons commencer par un cas exemplaire, c'est-à-dire un cas, la Suède, où il se produit ce qui est prévu dans le modèle. Et là, vous regardez la courbe et vous vous dites, je ne vois pas vraiment la ressemblance entre cette courbe et le modèle. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, si. Bon, évidemment, les courbes ne sont pas aussi régulières que dans le modèle, ça c'est logique, c'est la réalité. D'une année sur l'autre, vous avez un nombre de naissances plus ou moins important, un nombre de morts plus ou moins important. Vous remarquez notamment ici 2 phénomènes de hausse de la mortalité, ce qu'on appelle des pics de mortalité.
Alors un pic de mortalité, ça veut dire qu'à un moment précis, vous avez beaucoup plus de morts. Ça peut être dû à une guerre, ça peut être dû à une épidémie, ça peut être dû à une famine. Dans le cas de la Suède, a priori, ce sont des épidémies. Notamment pour le premier pic, ce serait une épidémie de variole, maladie qui a aujourd'hui disparu. Donc, pour pouvoir comparer avec le modèle, il va falloir un petit peu lisser les courbes, éliminer ces hauts et ces bas. Alors, si nous faisons ça, voilà ce que nous obtenons. Vous avez une première période pendant laquelle, dans l'ensemble, la natalité est assez stable. On a tracé une ligne moyenne, hein, on a éliminé les maximums et les minimums. On arrive, dans l'ensemble, à une natalité qui est assez stable. Et on observe la même chose pour la mortalité. Si on élimine les hauts et les bas, on a, pareil, une mortalité assez stable. Et vous voyez qu'on a la situation de l'ancien régime démographique, avant la transition. Natalité élevée et stable, mortalité élevée et stable, accroissement naturel assez réduit. Puis, nous continuons, là nous avons une natalité qui reste élevée, qui reste stable, alors que la mortalité a commencé à diminuer. Et bien ça, c'est la première phase de la transition démographique. Puis nous avons une natalité qui diminue, tandis que la mortalité continue à diminuer moins vite. Et bien là, nous sommes dans la deuxième phase de la transition démographique. Et à partir de 1930, eh bien, nous aurions, si la ligne se poursuivait, la situation démographique moderne, avec une natalité stable et faible, une mortalité stable et faible, un accroissement limité. C'est effectivement un cas exemplaire, malgré les apparences. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cas qui ne suit pas le modèle? Eh bien, on va en voir quelques-uns. Voici par exemple le cas entre 1750 et 1914 de l'Angleterre et du Pays de Galles. Alors ça c'est assez bizarre parce que, bon, on a une natalité qui suit une courbe assez bizarre, puisque si vous regardez ici, vous apercevez que d'abord on a une croissance de la natalité, puis ensuite elle va effectivement diminuer. Dans le modèle, on n'a pas de croissance de la natalité. Pour la mortalité, on a quelque chose là qui suit à peu près le modèle, une mortalité d'abord stable, puis ensuite qui diminue, mais vous voyez qu'elle diminue lentement. Donc là, c'est un cas un peu à part, vous avez une transition qui est très lente. Ce que nous voyons ici, c'est la transition. On ne voit pas vraiment la période antérieure à la transition, on ne voit pas la période postérieure à la transition, c'est la transition, avec une mortalité qui diminue très lentement. En même temps, cette transition, elle commence tôt, donc la médecine, à l'époque, est très peu moderne, donc la mortalité diminue lentement. La natalité, elle a commencé à augmenter, ça c'est pas un cas typique, et ensuite elle va diminuer. Alors, si vous aimez les croissances atypiques avec la France, vous allez être servi. La France, pays qui ne fait jamais rien comme tout le monde, eh bien, voici la courbe de la France pendant cette période de la transition. Elle est pour le moins inhabituelle. Alors vous retrouvez les pics de mortalité ici qui sont dus notamment à des guerres. Alors, si vous regardez le premier pic de mortalité le plus important qui est avant 1800, c'est évidemment les guerres révolutionnaires. Vous avez un pic après 1800, là on est sur une période, même deux pics d'ailleurs, là on est sur les périodes des guerres napoléoniennes. Vous avez également un pic important vers 1870, ça c'est le pic vous avez là le pic de la guerre de 1870. Pour les autres, eh bien, ce sont tout simplement des épidémies. Vous avez en France des épidémies, notamment de choléra, qui peuvent frapper durement. Maintenant, si on élimine ces aspérités, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe une natalité qui baisse, en fait, de 1850 à 1914, et une mortalité qui baisse de 1750 à 1914. En fait, la France a une transition démographique complètement atypique, puisque c'est un pays où, c'est même le seul, où en fait la natalité a baissé en même temps, voire presque avant, la mortalité. Et donc, l'accroissement naturel est resté faible. C'est pour ça que la France est un pays dont la population a augmenté lentement. La France n'est pas un pays qui a connu comme ses voisins un doublement de population. La croissance a été beaucoup plus lente, maintenant vous savez pourquoi. Autre cas atypique, le cas du Japon. Alors le cas du Japon, vous le voyez, c'est une transition démographique qui est tardive, puisque vous pouvez constater qu'avant la Deuxième Guerre mondiale,
La Deuxième Guerre mondiale, on la repère facilement, c'est l'endroit où vous avez tout d'un coup une interruption des courbes. Eh bien, avant la Seconde Guerre mondiale, on a un taux de natalité qui est élevé, on a un taux de mortalité qui est élevé, même s'il commence à diminuer un peu. Donc là, on est avant la transition. Bon, éventuellement, on commence peut-être la transition dans les années 30. Et vous avez un pic de mortalité qui correspond à la grippe espagnole, qui a été donc une pandémie, une pandémie telle qu'on en a connue au XXe siècle, et telle que nous en connaissons maintenant une au XXIe. Donc là, c'est la grippe espagnole qui provoque une surmortalité. Vous avez donc la guerre qui perturbe évidemment beaucoup la démographie et qui perturbe aussi les statistiques. Et après cette guerre, eh bien, vous avez une baisse vertigineuse de la natalité. Il faut dire que la situation économique du Japon à cette époque-là est très difficile. Vous avez aussi une baisse qui se poursuit, qui s'accentue de la mortalité. Donc là, on est très clairement dans la transition démographique. Vous avez ensuite, alors un épisode un peu curieux, notamment un élément qui est tout à fait culturel et tout à fait particulier au Japon. 1966, vous avez une chute de la natalité. Pourquoi? Eh bien parce que dans le calendrier japonais, c'est l'année du cheval de feu, c'est apparemment une configuration qui se produit tous les 60 ans, et on raconte que les filles qui sont nées une année du cheval de feu tueront leur mari. Alors, comme on n'a pas envie d'avoir des filles meurtrières, eh bien, on évite d'avoir des enfants cette année-là. Vous avez une chute de la natalité, avec une récupération après, donc on a une hausse de la natalité après, pour compenser les naissances qui n'ont pas eu lieu. Puis ensuite, la natalité recommence à diminuer. Donc là, vous avez, on va dire, entre les années 30 et les années 90, la période de la transition démographique, et vous voyez qu'au Japon, aujourd'hui, vous avez plus de morts que de naissances, et donc on a une population qui a un accroissement naturel négatif. Autre cas intéressant, là c'est le cas espagnol, cas atypique aussi, avec une transition qui est assez tardive. Alors si on regarde l'accroissement naturel, la natalité, voilà à peu près la courbe qu'on obtient. Pour la mortalité, vous voyez qu'il y a des pics de mortalité. Vous avez notamment un pic de mortalité en 1918-1919, c'est la grippe espagnole. On l'appelle espagnole parce que c'est l'Espagne qui a la première alerté sur la gravité de cette grippe. Pendant ce temps-là, les pays européens sont en guerre en 1918, donc ils ne publient pas leurs statistiques, alors que l'Espagne est neutre. Et puis vous avez également un pic de mortalité assez large, entre 1936 et 1900, à peu près 1940, eh bien c'est tout simplement la guerre civile espagnole, et ça s'accompagne, d'ailleurs vous le voyez aussi, d'une baisse de la natalité, les combattants n'étant pas à la maison et ne pouvant donc pas avoir d'enfants. Si on trace la courbe de la mortalité en éliminant les aspérités, voilà ce qu'on obtient, et donc on a finalement une courbe assez atypique. Vous avez dans un premier temps une natalité élevée, une mortalité élevée, une mortalité qui commence à diminuer un petit peu avant la natalité, mais pas tellement longtemps avant, et ensuite, eh bien, vous avez, un peu comme dans le cas français, une diminution en parallèle de la mortalité et de la natalité, avec une transition qui se serait terminée dans les années 1990, donc une fin finalement tardive de la transition, avec aujourd'hui une Espagne qui se trouve bien dans la situation démographique moderne. Voilà, donc là vous avez quelques exemples qui vous montrent en quoi on a des pays qui ont finalement chacun leur situation particulière et qui correspondent plus ou moins au modèle. Où en est la transition démographique dans les différentes parties du monde? Nous avons principalement évoqué l'Europe. L'Europe, en fait, qui a connu complètement, qui a terminé sa transition démographique. Vous avez un schéma qui vous montre avec une ligne rouge où se trouve actuellement l'Europe, la France en faisant partie. Eh bien, nous sommes après la transition démographique, et cette transition démographique a provoqué une augmentation de la population européenne, une augmentation très forte, puisque cette population est multipliée par 4. Et aujourd'hui, vous avez un taux de fécondité en Europe d'1,6 enfants par femme en âge de procréer, en moyenne, ce qui est peu, puisque pour renouveler les générations, pour qu'une population ne diminue pas, il faut qu'il y ait 2,1 enfants par femme en moyenne. Dans les pays d'Asie,
on est en train de terminer la transition démographique. Bon, le Japon est un des pays les plus avancés en la matière. Donc sinon, dans les autres pays, on est, on va dire, à la fin de la deuxième phase de la transition. Donc ça veut dire que la population augmente encore. Donc en Asie, les femmes mettent au monde 2,2 enfants en moyenne chacune. Et la population en Asie a été multipliée par 7 entre 1800 et 2015. Donc ça veut dire que vous avez une transition démographique qui a été très brutale, avec un écart important entre natalité et mortalité. Et puis vous avez les pays d'Afrique qui se trouvent actuellement en pleine transition démographique. En fait, ils se trouvent même à la limite entre la première et la deuxième phase, c'est-à-dire qu'ils sont dans la période où la population augmente le plus, et on le voit très bien avec le taux de fécondité, 4,6 enfants par femme, pour, je vous le rappelle, 1,6 en Europe, on voit bien l'écart, et vous avez une population en Afrique entre 1800 et 2015 qui a été multipliée par 12. C'est-à-dire que là, nous avons une transition démographique qui a été brutale, avec une baisse forte de la mortalité, et tandis que la natalité est restée très élevée, l'écart s'est creusé de façon très importante, et en fait, la population, là, a augmenté de façon vraiment foudroyante. Si vous avez envie de voir une vidéo qui vous explique à sa manière la transition démographique et où en sont les différents continents, eh bien, vous avez une adresse qui se trouve en bas de l'écran et qui vous donne justement un exemple que vous pouvez aller voir, mais ça reprend à peu près ce que j'ai expliqué. Vous comprendrez bien pour l'Afrique ou pour l'Asie que cette croissance très forte de la population liée à la transition pose un problème. Lorsqu'on veut développer un pays, c'est-à-dire lorsqu'on veut améliorer les conditions de vie de sa population, il faut créer des richesses plus vite que la population n'augmente. Si la population augmente, mais lentement, c'est possible, ça ne pose pas de problème. Si en revanche la population augmente très vite, si la population double en 30 ans, double en 20 ans, là, ça n'est pas possible. Parce que si la population double en 20 ans par exemple, je ne parle pas de développer le pays, mais pour éviter que la population s'appauvrisse, il faut, en 20 ans, puisque la population double, doubler les logements, doubler les écoles, doubler les hôpitaux, doubler les routes, doubler les emplois. Aucun pays ne peut faire ça. Donc ça veut dire très concrètement que dans ce cas-là, le pays ne va pas se développer, il va s'appauvrir. Et c'est en particulier le problème que connaissent des pays africains actuellement. Le problème, c'est que leur population, tant que leur population augmente très vite, elle augmente plus vite qu'on ne crée de richesse, et donc ces pays ne se développent pas, ils ont même plutôt tendance à s'enfoncer dans le sous-développement. Dans des pays d'Asie qui sont en train de terminer leur transition démographique, mais qui ont une population qui reste une population très nombreuse, qui continue à augmenter, on s'inquiète de cette augmentation. On veut justement pouvoir développer le pays. Et pour ça, on sait qu'il faut maîtriser la démographie. Alors c'est ce que la Chine a fait à partir des années 1970, avec la politique de l'enfant unique, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler au collège. Il s'agit d'imposer aux couples chinois de n'avoir qu'un seul enfant. S'ils ont plus d'un enfant, ils subissent à ce moment-là des baisses de salaire et même une très lourde amende. Donc on incite les familles à avoir un seul enfant, avec beaucoup d'avantages, économiques notamment, et s'ils en ont plus, à ce moment-là, il y a des sanctions économiques très lourdes. Ça a été une politique qui a été menée pendant des dizaines d'années, qui a effectivement réduit la natalité fortement. Maintenant, la Chine est un pays qui vieillit, et c'est pour ça que l'année dernière, la Chine vient assouplir cette politique et autorise les couples à avoir 2 enfants. L'Inde, qui est le pays qui bientôt sera le plus peuplé au monde, il est amené dans les années qui viennent à passer devant la Chine, eh bien l'Inde est en train de commencer à se poser des questions, est en train de chercher des solutions, là aussi, pour réduire la natalité. C'est par ça que nous allons terminer cette vidéo. Vous allez voir un extrait du journal télévisé du 13 janvier 2020 qui évoque justement ces réflexions et cette volonté de limiter de façon impérative la natalité.
Dans certaines régions de l'Inde, comme ici au Rajasthan, il existe une loi unique au monde. Cette loi interdit à une partie de la population, les fonctionnaires, d'avoir plus de 2 enfants. Au-delà, ils encourent des sanctions. Umed Singh Rathore l'a appris à ses dépens, alors qu'il cherchait du travail. J'étais embauché pour un job de gardien à l'Assemblée du Rajasthan. Il y avait 10 postes vacants et j'ai été sélectionné. Plus tard, le directeur m'a convoqué et m'a dit que mon embauche était annulée. J'ai demandé pourquoi. La raison la voici, Umed Singh a 1, 2, 3 filles. Et donc la loi l'empêche d'accéder à un poste de fonctionnaire. J'ai 3 enfants, oui, mais je n'ai rien fait de mal. C'est cette loi qui est mauvaise. Pourquoi le gouvernement interfère dans nos vies privées? Ils sont censés nous aider, au contraire. L'Inde est aujourd'hui en état de surpopulation avec presque 1,4 milliard d'habitants. Le pays va bientôt dépasser la Chine. Cela entraîne de nombreux problèmes pour l'accès à la santé, à l'eau potable ou à l'éducation. Et pour les infrastructures comme les transports. Face à ces défis, les autorités cherchent des solutions. Et cette loi des 2 enfants maximum a de nombreux adeptes. Cette manifestation, par exemple, est la 4e du genre. Ce que demandent les participants, c'est d'étendre la loi à tout le pays et à tous les habitants. Ce n'est pas une question de riches ou de pauvres. Cela s'appliquera à tout le monde, toutes les religions. Personne ne devrait avoir plus de 2 enfants pour contrôler notre population. Si vous ne pouvez pas offrir de l'air pur ou de l'eau pure à vos enfants, et si vous ne pouvez pas leur offrir de bonnes études, ça ne rime à rien. 125 députés soutiennent ce projet de loi au niveau national. Voici le texte. En clair, si la loi est votée, des sanctions économiques importantes s'abattront sur les futures familles ayant plus de 2 enfants. Des taux plus élevés pour les emprunts bancaires, les congés de paternité ou maternité non payés, interdiction d'être élu dans un parlement. Certains demandent même la perte du droit de vote ou des peines de prison. Mauvaise idée pour ce démographe, pour qui la solution passe par l'éducation et non la répression. Il faut instaurer des cours d'éducation sexuelle et parler de procréation dans les écoles. Le gouvernement doit aussi fournir des solutions de contraception. Dans les faits, le taux de natalité en Inde n'est que de 2,35 enfants par femme. Mais à l'échelle du pays, cela représente 53 naissances par minute. Dans les prochains mois, la loi sera débattue au Parlement national et si elle est approuvée et étendue à tous les citoyens, il s'agira d'une révolution dans un pays où la population s'accroît de 25 millions de personnes, c'est-à-dire 2 fois toute l'Île-de-France chaque année. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.